Merci à tous d'être présents. Messieurs, merci pour votre présence. On va parler d'un sujet, le middle of the market, dont on parle depuis quelques mois et dont on va beaucoup parler, je suppose, dans les allées du Salon du Bourget. Tout de suite, Monsieur Timset, si vous êtes d'accord, je vous passe la parole. Je voudrais que vous nous expliquiez ce qu'est, selon Boeing, le middle of the market. Est-ce que le nom de MOM est toujours d'actualité ou est-ce qu'il a un nouveau nom? Quel est cet avion? Quelle capacité? Quelle route? Quel marché? So we've been on a journey at Boeing for about 3 years in trying to understand what a new middle-of-the-market airplane would be. And in that 3-year period, we've had the opportunity to talk to more than 50 customers. So we're learning, and if you were to define the middle of the market today, it would be an airplane that would be somewhere in size between today's 737 family and the 787. It would be an airplane, if you think about the old 757, an aircraft that would be about 20% larger and fly about 20% further. If you were to think about it in the types of routes that it served, think about an aircraft that would serve the most dense single-aisle markets today, or single-aisle markets, potential single-aisle markets where the airplane doesn't have enough range. That's one aspect of the aircraft. And the other is to be able to go into markets that could be served by wide-body aircraft, but frankly, the wide-body aircraft are too capable or over-designed. So this airplane would have better economics than a single-aisle airplane. It would have better range than a single-aisle airplane, but it would have significantly lower trip cost to be able to replace or operate into some of these new markets that a wide body is just too big. So it would be able to do for the market in a great deal like the 787 has been able to do. In 6 years, the 787 has opened up about 140 new routes, included in places like Narita to San Jose, or Narita to San Diego, or London Heathrow to New Orleans, or London Heathrow to Austin, Texas. So think about an airplane in the new middle-of-the-market airplane that would fly across the North Atlantic, operate into places like Washington, D.C. to Prague, or Transcon U.S., or in high-dense Chinese markets. That just gives you an idea of what the airplane's about. Merci. Monsieur Velay, votre appréciation sur ce marché? Alors, l'opinion, en reflétant ce que pourrait être la voie des airlines, est la chose suivante. Part d'un constat. Le constat, c'est qu'il existe une flotte moyen courrier qui est principalement aujourd'hui couverte par l'A320, la famille A320 et la famille 737. Que cette flotte a besoin d'évoluer en taille, et en partie, quand je dis en taille, ça veut dire en capacité, parce qu'aujourd'hui, en particulier sur les plus gros de ces modules, il est très difficile de les exploiter avec des temps de demi-tour courts, d'où une idée qui avait germé il y a déjà une dizaine d'années, qui consistait à avoir un plus gros module du court moyen courrier avec 2 allées. Et ce court moyen courrier étant centré sur le besoin principal, à savoir que 90% de l'exploitation se fait en dessous de 1000 nautiques. Et puis à l'opposé de cela, un phénomène est apparu, c'est que progressivement, pendant 20 ans, il y a eu une forte modification des performances des avions long courriers, et les avions long courriers, progressivement, ont gagné en rayon d'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les compagnies aériennes disposent d'une flotte homogène en matière d'opération et en matière de rayon d'action, donc capable de voler aux environs de 6000 nautiques et qui vont de 200 places jusqu'à 500, parce que la 380 au sommet de cette cheminée existe. Par contre, ce qui s'est produit, c'est que depuis quelques années, on a vu les produits disparaître dans le bas de cette gamme. Quand je dis disparaître, c'est pour des achats maintenant couvrant des besoins futurs, donc avec un besoin qui pourrait être le remplacement du 767, le remplacement de la 330, je ne parle pas du remplacement de la 310 qui a été fait il y a déjà longtemps.
Donc deux marchés qui apparaissent relativement éloignés l'un de l'autre et avec ce trou au milieu. Et donc la question, et c'est véritablement de là qu'est né ce concept du middle of the market, c'est existe-t-il un marché au milieu? Existe-t-il un produit pour satisfaire ce marché? Ce produit au milieu est-il capable, en utilisant un terme d'optique, d'être un transstandard, c'est-à-dire de couvrir à la fois les besoins du moyen courrier et les ouvertures de lignes du long courrier? Et c'est la question qui est posée. Monsieur Timset, quelle pourrait être la configuration de la cabine du middle of the market? I guess when we look at the capabilities and the configuration of the airplane, think generally about an airplane or an airplane family that would carry somewhere between 220 to 270 passengers. Think about an airplane that could fly about 5,000 nautical miles, actually the range of the first 777s, to Pierre's point. But think about it as an airplane that would have the economics, about 25% more fuel efficient than a 757, so you're able to have single-aisle economics for a bigger airplane, but about 40% lower trip cost. So this would be than an A330 aircraft today. So this is an airplane that could go in and replace those big wide bodies, those over-capable airplanes efficiently. Moins 25% en termes de consommation, c'est ça? 40. 40% en termes de coût. D'accord. 25% better fuel efficiency than a 757, 40% lower cost Oui. than an A330. Monsieur Andriès, quel type de moteur pour rejoindre ces performances? Je demande l'avis de l'expert, pas forcément l'avis du président de Safran Moteur. Oh, mais quand on répond toujours en tant que responsable d'une entreprise. Donc, vous allez toujours interpréter ma réponse comme étant celle du président de Safran Aircraft Engine. Quel moteur? Alors, écoutez, les motoristes, nous sommes évidemment très, très humbles et on écoute beaucoup les avionneurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport à tout ce qui a été dit, il est certain que si un avionneur arrive à résoudre cette équation qui a été évoquée par M. Timset, d'aboutir à une économie qui est identique à celle d'un single aisle avec un avion qui a une capacité en passagers qui est plus grande, il y a certainement un grand marché pour un avion de ce type. Alors, on voit nos analystes de marché voient un marché de 3 à 4 000 avions dans ce créneau-là. Alors évidemment, ce n'est pas 3 à 4 000 avions supplémentaires dans l'absolu, parce que le marché s'organise évidemment aussi autour des produits qui sont offerts par les constructeurs. Alors, s'agissant des moteurs, on se positionne sur le long terme, ce qui veut dire que nous avons un plan de préparation technologique. On travaille sur nos technologies et on travaille sur nos technologies en collaboration avec notre partenaire General Electric, avec qui nous sommes partenaires depuis les années 70 et avec lequel nous avons donc lancé le CFM, qui est ce grand succès mondial que nous avons connu, avec Boeing qui nous a fait confiance en premier, Airbus plus tard, et que nous avons déjà livré à plus de 30 000 exemplaires, et que donc nous remplaçons aujourd'hui avec le LEAP. Ces nouveaux moteurs que nous proposons au moment où les constructeurs décident de lancer une nouvelle plateforme viennent
capter un certain nombre de technologies que nous avons maturées à l'avance. Par exemple, la technologie des aubes fans en composite tissé 3D que nous avons intégrée sur le LIP est une technologie que nous avons développée depuis 20 ans, que nous sommes les seuls au monde à maîtriser et qui font que les aubes fans sont plus légères. Et donc le Carter fan, qui est également en composite, est plus léger, avec donc un certain nombre d'effets collatéraux sur l'ensemble du moteur. Et ça, c'est un élément de performance parce que la masse, évidemment, au plus le moteur est léger, au plus on peut apporter de la performance à l'avion. Et donc, nous avons un pipeline de technologies sur lesquelles nous travaillons, qui sont génériques et qui peuvent s'appliquer à différents projets moteurs, indépendamment des architectures que l'on peut choisir. Voilà. Et donc, on a un plan technologique que l'on prépare. Si Boeing décide de lancer cet avion, évidemment, nous souhaitons nous positionner et offrir une solution moteur que nous souhaitons la meilleure possible pour Boeing. Et le premier message que je peux déjà vous passer, c'est que nous avons décidé, avec notre partenaire General Electric, que sur cette application spécifique, nous allions faire une offre CFM, c'est-à-dire une offre qui sera conjointe entre General Electric et Safran. On sera partenaire sur ce moteur que nous allons développer. Si Boeing nous retient et si Boeing est convaincu par notre offre. Le deuxième message que je souhaite passer, qui est en tout cas un point d'attention constant de notre part, c'est que quand l'on dit que l'on souhaite offrir la meilleure solution moteur pour une plateforme, on regarde toujours ça sous l'angle de la performance que l'on apporte à la plateforme, c'est-à-dire notamment la réduction de consommation carburant, évidemment, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas l'unique angle de vue. L'expérience que l'on a depuis 35 ans nous montre que CFM, la réputation de CFM, elle est aussi et d'abord faite sur la fiabilité que nous apportons à nos clients. Et donc, nous attachons beaucoup d'importance à la fiabilité du moteur. Lorsque nous avons développé le moteur LEAP, nous nous sommes attachés tout au long du développement à veiller à mettre sur le marché un moteur qui est, tout en apportant un niveau de performance qui était celui attendu par nos clients, à savoir typiquement 15% de gain de consommation carburant, que nous puissions apporter dès le premier jour le même niveau de fiabilité que le CFM 56 qui tourne depuis 30 ans. Et nous pensons que c'est un bon choix de regarder à la fois la performance et la fiabilité. Aujourd'hui, le LEAP, en service, on a maintenant un bon feedback, une soixantaine d'avions qui sont en service auprès d'une petite quinzaine de compagnies aériennes. Chaque avion motorisé par le LEAP vole en moyenne 1 heure de plus par jour que le moteur concurrent. Et donc, quand on vole 1 heure de plus par jour que le moteur concurrent, ça veut dire que, vu de la compagnie, on lui offre l'opportunité d'avoir plus de revenus. Et donc, on se positionne à la fois pour apporter le meilleur niveau de performance en termes de consommation carburant, mais également le meilleur taux d'utilisation par les compagnies aériennes. Voilà ce que je voulais vous dire, indépendamment des questions d'architecture moteur. Monsieur Velay, juste avant de vous passer la parole, Monsieur Timson, il y a quelque chose que je n'ai pas bien saisi. Est-ce que le design de l'avion est arrêté
Vous en parlez avec les fournisseurs, vous en parlez avec les compagnies aériennes. Que vous ont demandé précisément les compagnies aériennes au sujet de cet avion? Et est-ce qu'il y a un calendrier? A lot of questions. First and foremost, yes, for the last 3 years, we've talked to more than 50 customers. What our customers are telling us, first and foremost, they want an airplane that is bigger than today's 757. About 20% bigger, flies about 20% further. In terms of the configuration of the airplane, where we are in terms of the design, I'm not going to share the details. But what I can say is we're going to build that airplane, we believe, with existing technologies. So no new discoveries have to be made on the airplane side of the equation. I think what's going to be different about this airplane is the way it's configured in terms of its cross-section. Again, I won't share the details, but think of it as an airplane that will provide wide-body comfort for passengers, but single-aisle economics. So it'd be a little bit different. In terms of suppliers, the only suppliers we're talking with at this time are our engine partners, because it is critically important. If this airplane is going to work economically, we have to have the right engines with the right technologies to be successful. In terms of timing, we have some time. We're currently working on development programs around the MAX, the 787, and the 777. That means from our timeline, the middle of the market airplane would enter service in the middle of the next decade. So that's a little bit about who we've been talking with, the configuration, and the timing. So I just want to emphasize, we have some time to continue to work this, to understand what we need to do in terms of our engine partners, and we'll take that time to make sure that we're all on the same page as we go forward. Est-il exact que vous travaillez particulièrement sur la cabine et notamment sur des racks à bagages beaucoup plus grands de façon à faciliter l'embarquement et le débarquement des passagers? Well, to Pierre's comments, turn time is critically important. Every 5 minutes, every additional 5 minutes it takes to turn an airplane is the equivalent of 1% in cost. So if the airplane is very, very, very long, and it takes a very long time to turn it, the flying economics that you get are outweighed by the turn time. So as we look at this, again, think of a hybrid. Think of wide-body comfort, maybe 2 aisles, to operate to minimize turn time of the aircraft. Une question pour Randy. Les compagnies aériennes bénéficient aujourd'hui d'avions long courrier de technologies nouvelles et homogènes. Cet avion, ce que je comprends, c'est que ce serait un dérivé des technologies que vous maîtrisez sur ces gammes-là. Donc la possibilité, sans risque, de faire un produit très amélioré. Avez-vous, par cette opération de downscaling, l'idée de faire la même chose ensuite quand vous aurez à développer le renouvellement de la gamme du MAX? Oh, that's a very complicated question. I think that the one thing I can say as we look very hard at developing this new middle-of-the-market airplane, I think the one thing that we have to watch very carefully and closely, the technologies will be the same, but the question is, what will the production system look like? How will we assemble the airplane? How will we bring it together? And what can we do that is new and different from what we've learned in the past? So I think that as we look at the successor of the MAX, whenever it comes many years from today, remember we've just delivered a few, but as it comes, we'll have to think very hard about how, not just the technology side, but the production system where we go. I want to emphasize, though, this new middle-of-the-market airplane is not the successor of the MAX. It is a different airplane, and it serves a different market. Monsieur McCormick, avant que je vous passe la parole,
est-ce qu'il y a une question dans la salle? Et si éventuellement il y en a une, ce que je vous demanderais, c'est de vous présenter, parce qu'en fait, on ne voit pas grand-chose. Ah, maintenant, on voit beaucoup mieux. Monsieur McCormick, pour le loueur que vous représentez, qu'est-ce que représente ce type d'avion? Quel potentiel a-t-il, selon vous? Well, I'll switch to English because we have two Frenchmen on the panel, and I'd like to be sympathetic with Randy here, so I'll speak English. Before I answer that question, Pierre, I hope that the successor to the MAX is not tomorrow. We just bought 50 MAXes just yesterday, so let's give the MAX a bit of a life before we think about replacing it. I just thought I'd take a few minutes to describe the situation from a financier's point of view. We have a gap. In the aircraft today that are available from Boeing and Airbus, we have a gap that is at the lower scale and the higher scale, and in the middle, there's a hole. There's a hole where we have a number of aircraft that are missing seating capacity and are missing range. And the question is, do we increase the narrow bodies so that they can get denser, hence the 321? Do we increase the range, hence the 321LR? Do we increase the range, the 900ER? Do we launch a MAX 10? These are the questions that we are faced with for range and density. And that's the gap that needs to be filled. And we have a lot of aircraft out there today, 757s, 767s, that are going to have to be replaced. Boeing decided not to continue producing that aircraft. And that's really the MOM. That's the middle of the market. So that gap can be closed, and we're seeing Boeing and Airbus closing that gap on each side of the market by making a larger aircraft a little smaller, or by pushing the 321 and the MAX to its limits in terms of size and range. And obviously the motors, the engines, the motorists are really increasing the performance of the engines and their range capability. So we have a situation where performance is going to be essential to make that gap, to fill that gap. My question is, do we need to fill the gap just because it exists? Is the gap to be filled? Given that we are able to shorten the gap with the size of the gap by pushing up and pulling down. And that's going to obviously be the biggest challenge for the engine manufacturers and for Boeing and Airbus, is to analyze the market, see whether the airlines really need this aircraft, and can this aircraft have enough missions to warrant the development costs that would be required to fill that gap. So my answer as a lessor is, we're anxious to see what the results are of our friends at Boeing and Airbus, and whether they consider the market is there. We will be investigating with our airline customers worldwide to see whether they need that aircraft. We decided to place an order that was signed and announced yesterday for 50 MAX aircraft, and that's because we believe that aircraft is wanted by our clients. So we're reacting to the client's needs, and obviously Boeing did a great job in convincing us that this is the aircraft we needed. So as a lessor, we will follow the market. We're anxious to see where this market goes, but I thought it was interesting to see what the analysis needs to be, and you've all been through it. You've described that analysis, and that's what's the next few months, and probably, I would say, maybe years before you actually decide to launch a MOM. Monsieur Timset, est-ce qu'on vous seriez d'accord pour rentrer un peu plus dans le détail et nous expliquer comment vous avez évalué le marché du MOM? S'il vous plaît. So roughly speaking, we see this as about a 4,000 airplane market, and that market comes from three different places. It comes from some of the upscaling
of the single-aisle market. It comes from a little bit from that wide-body market that can't be served. And also, if we do the airplane right, and it has the economics that we think it has, and it appeals to broad business models, we think there's an opportunity for it to stimulate traffic as well. So in a way, if we can build this airplane right and appeal to 100, 150 customers around the world, from network carriers to premium carriers to low-cost carriers, that's an opportunity for us to actually see some stimulation as we go forward. I will say, though, every year we do our forecast, and in that forecast we assume airplanes will get better, we assume some stimulation in the market, and that's proved out. But there is a question, can something that is truly different, an airplane that would allow our customers to reimagine how they fly airplanes, to reimagine their networks. The question is, can some interesting and innovative things be done from them to help stimulate demand over time? We'll just have to see. Est-ce qu'il y a un marché géographique particulier auquel, vous avez pensé? L'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord? So I don't think it's all that surprising. If you look at demand, 40% of the market moving forward is in Asia. 40% of that is in China. Think about some of these very high-dense markets that single aisles are flying today or wide bodies are being misoperated in China. That's a big potential market. Think of traffic out of the Middle East into secondary cities. Think of traffic across the North Atlantic. Think of new points of operation. Think of markets transcontinental in the U.S. Think of markets from the West Coast of the United States to Hawaii. All of these are potential candidates for that airplane. Monsieur Velay, est-ce que depuis cette conversation, votre avis a évolué ou vous êtes toujours relativement... La définition me semble être exactement celle qui était fournie au moment où le 767, dans sa première version, était présenté. Donc ça me semble être vraiment un avion plus dérivé de l'optique de l'entrée de flotte long courrier que du développement d'un module sur le court moyen courrier. Donc quelque part, il y a un enjeu, c'est que si vous jouez ce jeu-là, il va falloir véritablement prouver que par l'amélioration de la SFC, de la traînée, de la masse, vous puissiez véritablement satisfaire les besoins d'un court moyen courrier, de la capacité de cet avion. Yes, Pierre, to some extent, this is back to the future. Because as I remember, the very first 767, the 200, was designed with range from Cleveland, Ohio to the West Coast, about 2,500 nautical miles. As I remember, the first 777 was designed with 5,000 nautical miles. Maybe we got it up to 52, 5,500. So to some extent, it is going back to the future. The reason those airplanes didn't work, though, was we couldn't make the economics work. They had to be retrofitted or refitted for long-range service because the single-aisle airplanes coming in beneath them were just so efficient and so capable, they pushed them to a different part of the market. Now the question is, can we build an airplane that is that capable and efficient to rectify the situation and grow in that middle part of the market? We'll have to see. Monsieur Andriès, votre plan de charge est déjà bien chargé. Vous êtes prêt à répondre à un nouveau programme? Nous sommes toujours prêts à répondre, évidemment. Notre plan de charge est significatif. Comme vous le savez, on est en pleine montée en cadence sur le moteur LEAP. Et cette montée en cadence, elle va se faire jusqu'en 2020. Ça, c'est sur la partie industrielle. Maintenant, sur la partie développement, à propos bureau d'études et développement, nous rentrons dans une phase qui est un petit peu plus calme après les développements du LEAP, notamment. Et donc, nous sommes prêts à envisager un nouveau développement si une telle opportunité voit le jour et que nous arrivons à convaincre
nos partenaires avionneurs, par exemple sur ce marché-là. En l'occurrence, on parle de Boeing et du MOM. Eh bien, si ce projet est lancé, que effectivement l'avionneur arrive à résoudre cette équation qu'a évoquée Monsieur Randy, qui est d'arriver à un avion qui a des economics du moyen courrier, ce qui est quand même la question, la vraie question. Eh bien oui, nous sommes prêts et nous aurons les ressources pour le faire. Absolument. Monsieur McCormick. I would just add one question is probably the toughest thing about designing an aircraft is not only the engine, which happens not necessarily to be the problem of manufacturers, but the wing. And clearly this is going to be a key, very costly item to design, the wing of this new aircraft, because it's going to have the long range. It's going to have to carry a lot of weight. If it's double aisle, even more so. The 757, the 767 are old technology. They were amazing aircraft. They completed a mission that today still exists. And this goes back to the argument about the market. Is there a market? Well, obviously, after the studies are done and it is determined that the market is there, then they will have to design the aircraft and the wing. Randy. Yeah, so I think that when you take a look at the physics, you look at the physics, you can do these things. You can build an airplane that will have those operating cost characteristics. The question is, can you build it at a cost that has the right price? One of the things about the 737 that has made it magic for us, and hopefully for you soon, is its combination of a production system that is second to none. The ability to build today 47 airplanes a month, to go to 57 2 years from now, in the same space without adding capacity, to work with CFM, so you can be our sole source provider to produce and to deliver all 57 of those airplanes each and every month. I think the magic of the 37 is great technology, is a great, very capable airplane, but it's in the production system. Can we do the same thing with the MOM? That's the challenge. Figured it out on the 87, 777 we worked out, took a long time. Can we do it on this aircraft? We'll have to wait. But it's a repeat for you guys, so you'll make it. C'est peut-être un peu trop tôt pour vous demander s'il y aura beaucoup de partenaires étrangers sur ce nouvel avion. Yes, the cart is way before the horse. So it's too soon. It is too soon. Est-ce qu'il y a, je me tourne vers la salle maintenant, est-ce qu'il y a une question? Oui. Et là-bas au fond, de Roberto Wally, là au fond, et monsieur. Juste une petite question, comme il y a des bruits qui courent sur le design de l'avion et notamment sur les soutes, est-ce que le MOM transporterait du cargo? It always transports cargo because it always carries bags. Question is, will it carry heavy cargo? That might be a compromise that might not work as we go into the future. Again, this airplane is about not building the capabilities of a wide body. It's about having economics that works on these types of markets. Wide bodies today in those markets are over-designed. So what can we do to the design to make it more economical? Roberto Wall, au fond du Wall Street Journal. Yeah, hi. Way in the back row, gentlemen. I had a question actually for three of you, but it's on the same topic. Randy, you said a market for this type of airplane, around 4,000 planes. I assume even you don't think you'll win all of them, but still it'll be a big market. That suggests definitely room for multiple engine providers. Olivier, I wonder what you think about sharing that market if there is such a plane. And Christian, I was wondering from a financier's perspective, do you think it is sensible
for what is potentially a niche plane to have more than one engine offering? So I guess I'll start. Obviously, the partners you choose are a function of the technology they bring to the table. It's a function of their ability to perform to specification, their ability to deliver to rate, their ability to support the product, and their ability to innovate and change over time. So we've done a number of different types of partnerships over the years, but at the end of the day, we want to make sure that we can deliver on those 4 points. Customers will tell you that they always want choice. But the question is that choice creating a situation where the cost to the industry and development is just too much? I mean, we'll work through this as we go forward. 4,000 airplane market's a big market. On the 87, similar sized market, we chose to go with multiple manufacturers. We'll just have to work through that as we go. Olivier? Single source versus double source, if I understood well the question. Yeah. I'll answer in English. The question was raised in English. Well, first of all, this is a choice. This would be a choice from Boeing. And whatever the option is going to be, we will have to respect it and we know the rules of the games. Of course, I can only say we would be more comfortable in playing in a single source position, simply because that would mean doubling the volume and therefore enabling us to make, let's say, an even more aggressive proposal in terms of prices and so on. So should Boeing decide to go double source, we would be keen to play. Of course, we will have to take a decision considering the overall business case for us, taking into account not only the revenues coming from the what we call the original equipment manufacturer side, meaning the installed engine, but also the revenues coming from the aftermarket. So we would have to look at the global business case for us. But for sure, let's say for any engine guy, for such let's say an aircraft, a single source situation would be, let's say, easier to, let's say, to offer even better economics than double source. Once again, it's going to be Boeing choice at the end of the day. Well, as a financier, I would say that the best stimulation for excellence is competition. So multiple sources, not only for the engine type, but I'm also tempted to say multiple choices for the airframe type is probably something we should encourage. If we put Boeing and Airbus, once it is decided that the market is there, if Boeing and Airbus compete to create this aircraft and the engine manufacturers compete to engine it, we'll be sure to have some very nice aircraft out there in the future. And that's what we're looking for as financiers, good assets, performing well. Vous voulez ajouter For an airline, I think it's a very, very difficult question because the first point, we know that competition is good and for innovation, and it's good to stimulate the innovation on one side. On the other side, if there is a preliminary competition organized by the airframer, selected by the airframer, and then only one source, if it's the good one, why not? Then, if it's a sole source, I think there is a bigger stimulation for the manufacturer to improve the product. I have a very good example about the two versions of the CFM. One, the CFM version with the competition, the CFM version without the competition. And when we check the evolution of the performance with or without the competition, the performance is significantly higher
because it was easier for the manufacturer to justify the investment to improve the product, which was not the case on the other side. So it's a very difficult question, and I think it's difficult to say, yes, I want one or two. The bad thing is there is only one candidate. That's not good. Merci. Peut-être une dernière question? Oui. Bonjour, Julie Gutt, donc ingénieure Orage ingénieure Safran et présidente d'Orage. Ma question s'adresse en particulier donc, à messieurs Velay et Tinset. J'aimerais savoir si vous étudiez également la possibilité d'un middle of the market en Twinel afin de faciliter le turnaround. Est-ce que vous étudiez également un middle of the market Twinel afin de faciliter le turnaround? Depuis le début, dès que le projet ou notre besoin a été exprimé, il a toujours été exprimé avec une twin aisle. Toujours. La raison, c'est qu'il y a eu des simulations qui ont été faites il y a une douzaine d'années par Boeing sur un avion de 135 places. Pourquoi 135 places? C'est parce qu'à l'époque, et c'était le jugement de United Airlines, c'était le meilleur avion pour faire une navette. C'était l'avion optimum pour la navette. Et il y avait un gain de 9 et de 7 minutes sur le deboarding, reboarding de l'avion avec le twin aisle. Et c'était tellement bien fait que quand on regardait la simulation, on avait vraiment l'impression d'être dans l'avion face à la mise en place des bagages, aux gens qui remontent pour récupérer les bagages du fond et ceux de l'arrière qui remontent à l'avant, etc. Donc, dès l'origine, ce programme, on l'avait baptisé dans l'équipe de la flotte d'Air France le Light Twin Aisle. C'était, et pourquoi Light Twin Aisle? C'était pas un mini wide body. Donc, c'était un avion imaginé avec une section elliptique, ce qui voulait dire déjà qu'on anticipait le fait, et la question n'a pas été posée, mais que ce soit une section, un fuselage en composite et non pas un fuselage en alliage léger, pour pouvoir faire cette section elliptique. Et en plus, nécessairement avec le twin aisle. Alors, du côté de Boeing, Boeing a travaillé à simulation du twin aisle parce qu'on a eu un débat interne pour avoir 2 containers LD3, donc ça c'était la réponse sur le cargo, et puis en même temps avoir le minimum de pénalité concernant la masse, la circonférence et l'impact sur la traînée. Et on s'était rendu compte à la fin qu'il y avait environ 2% de pénalisation, donc masse et traînée, et que ces 2% étaient largement compensés en matière de revenus par le fait qu'on puisse avoir des temps de demi-tour courts et utiliser cet avion de façon très efficace. Merci. Une dernière question? Monsieur, là-bas, ça sera la dernière parce qu'on a largement dépassé notre temps. Il est long pour une compagnie aérienne, pour un constructeur d'avions de faire des nouveaux avions et de les optimiser pour les rendre encore plus efficaces. Il est long aussi pour des aéroports d'accepter des nouveaux avions si l'aéroport veut être efficace. Est-ce qu'on a des idées sur l'envergure de l'avion ? Well, I think from an aircraft manufacturer perspective, you have to figure out how to be flexible. And probably a great example of that is what we're doing on the 777X family. The airplane actually has a folding wingtip. It's going to be the largest, most efficient carbon wing ever built, but the outward 4 meters of the wing will fold up so that it can be accommodated at the same gates as today's 777. So I think there's things that we can do with airplane design that can impact how an airplane at least parks and operates efficiently at an airport. The biggest thing we can do as an industry, though, is to fix the air traffic management system. It's easy. Every airplane becomes 10% more efficient by fixing the ATM system. That's, I think, where our focus needs to be. Concernant l'envergure, pour un opérateur, l'envergure de l'avion est un sujet extrêmement sérieux. Selon d'ailleurs, et retour à la question, selon que l'avion soit utilisé sur un réseau domestique ou sur un réseau international,
Jusqu'à présent, les terminaux internationaux peuvent accepter des avions gros porteurs, donc avec la possibilité d'avoir des avions avec des envergures plus importantes. Les avions de nouvelle génération auront des envergures plus importantes. C'est une tendance naturelle, pourrait faire évoluer la finesse, la performance, etc. C'est une des composantes. Maintenant, le problème sera à faire et à examiner, c'est sur le redesign des zones domestiques d'un certain nombre d'aéroports qui aujourd'hui ont été pendant longtemps dessinés clairement pour le 737 et la 320. Messieurs, merci beaucoup et spécialement Monsieur Timset d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un très bon salon du Bourget et beaucoup de commandes.